Bienvenue dans les chroniques inutiles. Voilà, dans cet épisode, en tout cas dernier épisode de cette saison, vu qu'on arrive quand même à la fin de l'année, toute une année, je vais finalement lire 3 textes qui en fait se suivent, puisque ce sont tout d'abord la préface, ensuite le premier texte et le deuxième texte du livre Spiritually Incorrect Enlightenment de Jed McKenna. Et voilà, j'espère que vous allez apprécier. Donc voici la préface. Je prends la voix. Cher Monsieur McKenna, j'ai terminé la lecture de votre livre Spiritual Enlightenment the Damnedest Thing, et je suis tellement en colère que je pourrais me ronger les ongles. Bien que vous vantiez votre livre par son titre, même en tant que livre spirituel, il n'a rien à voir avec la spiritualité et est très dangereux en plus. J'aimerais n'en avoir rien lu. Mais croyez-moi, si vous écrivez un autre livre, je ne l'achèterai pas. Réalisez-vous que si les gens font ce que vous suggérez, leur vie sera ruinée. Peut-être que vous n'avez jamais rien eu à perdre, mais la plupart des gens ont quelque chose à perdre. C'est un monde de contes de fées dans lequel vous vivez, où vous pensez que tout le monde est indépendamment riche et peut aller et venir sans engagement à un employeur, sans parler de la famille, des amis ou de la communauté. Comme vous pensez qu'une mère peut laisser tout tomber et laisser tomber ses enfants pour se lancer dans cette quête spirituelle ou cette chasse à loi sauvage, je dirais: qui ferait cela? Pourquoi faire? Qui voudrait le faire? Ce n'est pas réaliste. Ça ne l'est pas du tout. J'ai des responsabilités envers ma famille, mes amis et ma communauté. Je fais du bénévolat dans un refuge local et j'organise des collectes de nourriture pour les pauvres de ma communauté. Je suis membre de la guilde des femmes de notre église. J'aide mes enfants à faire leurs devoirs, je leur fournis de bons repas et leur assure un foyer propre et heureux. Ils ont des activités extrascolaires comme la danse, le football ou des cours de musique qui enrichissent leur esprit. Vous attendez de moi que je laisse tomber tout ce qui a de la valeur dans ma vie, les choses qui me donnent un sens à ma vie? Ce serait jeter aux toilettes tout ce que j'estime. De vraies vies sont en jeu ici, et vous parlez comme si ce n'était qu'une étape. Soyez réaliste. Ce que vous appelez l'illumination, j'appelle ça un horrible cauchemar. Je ne peux pas m'imaginer pourquoi vous dites de telles choses. Juste pour vendre des livres? Même si les choses que vous dites sont vraies, qui s'en soucie? Qu'est-ce que la vérité a de si génial? Je préfère avoir une famille et une vie où je crois que la vraie spiritualité est accessible à chacun d'entre nous grâce à la gentillesse, la bonne volonté, un cœur et un esprit ouvert. Que sauriez-vous de cela avec votre nihilisme et votre vide? Je trouve cela drôle que quelqu'un qui écrive un livre sur l'éveil spirituel admette clairement ne pas savoir ce que signifie le mot spirituel. Donc peut-être que vous vendrez beaucoup de livres. Je ne sais pas pourquoi quelqu'un accepterait votre version de la spiritualité. C'est le contraire de tout ce qui est bon et beau dans la vie. C'est le contraire de l'amour et de la famille. Et pourtant, à quoi cela sert-il? Il n'y a pas de sens. Même vous dites qu'il n'y a pas de sens. Pourtant, vous prônez auprès de vos lecteurs qu'ils mettent tout le reste de côté pour devenir, par essence, des échecs totaux. Ouais, il y a écrit total, soit. Des échecs totaux. Les dommages que je causerais à la vie des autres seraient irrévocables. Ils me haïraient. Et pourquoi? Pour rien du tout. À en juger par les témoignages élogieux qui figurent au début de votre livre, il y a des gens qui croient que vous êtes un grand maître spirituel. Je ne pense pas que vous ayez un os spirituel dans votre corps. J'ai eu le merveilleux privilège d'être en présence d'individus qui étaient vraiment éclairés. Mais vous n'avez rien de semblable à eux. Mettez cette lettre en tête de votre prochain livre pour que les gens comme moi ne perdent pas leur temps à le lire. Donc voilà, ça c'était la préface qu'il a choisi de mettre sur son livre. Deuxième texte, titre apparition. Citation. Et que le grand monstre est indomptable, vous aurez encore des raisons de le savoir. Dans Moby Dick de Herman Melville. Bien qu'en vérité je sois plus Ahab qu'Ahab, je suis la réalité sous-jacente d'Ahab, le fait sur lequel la fiction est basée. Le Capitaine Ahab est un rendu, la ressemblance littéraire d'une chose vraie. Je suis cette chose vraie. On pourrait raisonnablement s'attendre à ce que les rayons de nos bibliothèques débordent d'histoires d'hommes et de femmes courageux, qui ont consacré leur vie à la quête désintéressée de la vérité. Mais
En fait, ces histoires sont tellement rares que nous risquons de ne pas les reconnaître lorsqu'elles apparaissent. Moby Dick de Herman Melville n'est pas un livre sur la chasse à la baleine, la folie ou la vengeance. C'est un livre sur une chose et seulement une chose, la recherche de la vérité par l'homme, la vérité à tout prix. Le capitaine Ahab n'est pas seulement un personnage littéraire, c'est un archétype humain fondamental mais inconnu. Le monde entier est une scène, tous les hommes et les femmes sont de simples acteurs, et le capitaine Ahab est le dernier rôle, celui qui nous libère, celui qui souhaite s'éveiller de l'état de rêve de la dualité à la réalité de son être. Et celui qui le souhaite doit sortir de son personnage actuel et entrer dans le rôle d'Ahab. Il doit devenir Ahab. Ahab est monomaniaque, il se concentre entièrement sur une chose à l'exclusion de toutes les autres, et c'est le seul moyen de sortir du rêve. C'est le seul moyen de sortir du rêve. Voilà, ensuite deuxième texte, California Dreaming ou Californie rêvante, et donc voici la citation de Da Avabasa, je ne sais pas si je prononce correctement, donc voici la citation. Le maître spirituel... je vais prendre la voix. Le maître spirituel est absurde, comme tout le reste. Il est une fonction qui sert à éclairer ou à éveiller les êtres de cette condition, qui est absurde et inutile au départ. La fonction du maître spirituel est aussi absurde que tout ce que fait n'importe qui d'autre, voyez-vous. Par conséquent, elle requiert un sens de l'humour ou le point de vue de l'illuminé. Et donc voilà, on continue avec le vrai texte, et donc accrochez-vous, il est un peu long. Et donc ça commence par « Je déteste Los Angeles ». Oui, c'est le même écrivain qui a écrit les deux, le texte juste avant. Voilà, je l'ai dit, je déteste Los Angeles et Los Angeles me déteste. Je ne sais pas pourquoi Los Angeles et moi nous détestons, mais je dois avouer que cela me gêne un peu. Pour moi, Los Angeles est une zone de non-fluidité où les choses ne fonctionnent pas de la manière douce et facile à laquelle je suis habitué. Peut-être que c'est seulement une zone de non-fluidité parce que je déteste Los Angeles, mais je pense que la non-fluidité est venue en premier. En général, j'essaie juste de rester en dehors de Los Angeles, mais c'est difficile à faire quand on arrive à LAX. Christine et moi sommes accueillis à l'aéroport par Henry, un homme qui est resté avec nous dans la maison en Iowa pendant plusieurs mois il y a quelques années. Lorsqu'il a appris que je venais, il était très désireux de nous héberger. Maintenant, nous sommes à Los Angeles et j'ai le malaise de l'hôtel California, qui me donne toujours l'impression qu'une fois à l'intérieur, je n'en sortirai jamais. Christine est comme mon assistante personnelle, je suppose. Il y a quelques années, Sonaya a commencé à envoyer quelqu'un avec moi à chaque fois que je voyageais pour m'occuper de certaines choses. Je me suis toujours opposé à cette idée, mais Sonaya ne voulait pas écouter et maintenant je suis dépendant. Le coût supplémentaire d'un assistant de voyage est un petit prix à payer pour éviter de traiter avec les employés des hôtels, les employés des compagnies de location de voitures, les employés des compagnies aériennes et tout le reste. De toute façon, elle me fait probablement économiser plus que ce qu'elle ne me coûte. Habituellement, lorsque je voyage maintenant, plusieurs fois par an, j'appelle Sonaya et je lui demande si elle a quelqu'un qui pourrait m'accompagner. Christine l'a fait plusieurs fois. Elle est un peu petite et tranquille, s'habille en gris et en noir, très conservateur, mais elle maîtrise tous ses aspects administratifs et on ne se fait jamais embêter par les administrations, quoi. Elle s'occupe des interférences pour moi en fournissant une couche protectrice entre moi et un monde dans lequel je ne fonctionne plus très bien. Elle est très religieuse, je pense, et elle n'a aucun sens de l'humour. Elle n'a pas un seul os d'amusement dans son corps. Je pense qu'elle me considère comme un idiot sympathique, mais je ne mettrai pas de l'argent sur le côté sympathique. Henry est un homme très sympathique, il est ouvert, bavard et sans complexe. Si l'impotence de son pénis est ce qui le préoccupe, alors c'est ce dont il va parler. L'impotence n'est pas ce qu'il a dans sa tête en ce moment, mais c'est ce qu'il a en tête. Mais ce qu'il a en tête en ce moment rend l'impotence de son pénis beaucoup plus intéressant. Pendant le trajet, il parle avec animation de la nouvelle spiritualité qu'ils sont en train d'inventer, lui et ses amis californiens, une sorte de style de vie spirituel totalement intégré qui leur permet de vivre leurs croyances 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, comme il le dit. Un style de vie spirituel totalement intégré. C'est comme ça qu'ils continuent de l'appeler. SVSTI. Ils ont même créé un acronyme pour ce qu'ils ont créé.
Une fois de plus, je suis frappé par l'impénétrabilité des murs que l'ego érige autour de lui-même. Je me souviens d'Henri comme d'une personne sérieuse, attentive et réfléchie. Je ne me souviens pas avoir pensé à aucun moment qu'il pourrait vraiment se mettre au boulot et se réveiller dans cette vie. Par contre, je me souviens qu'il essayait d'atteindre un certain niveau d'honnêteté envers lui-même et qu'il aurait pu réussir à calmer son ego. Maintenant, en l'écoutant parler de sa nouvelle spiritualité intégrée, la SVSTI, pendant que nous traversons l'interminable Los Angeles, je suis attristé de voir qu'il s'est éloigné de son honnêteté et qu'il est maintenant confortablement ancré dans un manteau d'hédonisme spirituel gratifiant et préservant son ego. Enfin, soit. J'essaie d'éviter de dire que je déteste la Californie, j'essaie de penser à quelque chose que j'aime en Californie pour ne pas avoir à affronter cette vérité mesquine, mais je n'y arrive pas. Je déteste la Californie, peut-être que la Californie a vraiment beaucoup d'endroits différents et qu'il y a probablement des parties que j'aimerais, mais je pense que c'est juste le déni qui parle. Je devrais juste le dire et vivre avec. Je déteste la Californie. Je ne sais pas pourquoi je déteste la Californie, mais si on me presse, je dirais que cela a quelque chose à voir avec les Californiens. Excellent. Pardon. Alors, Henri parle. Il n'y a aucun domaine de notre vie qui ne soit ancré dans la spiritualité, m'informe Henri de façon animée. Nous avons reconfiguré nos vies dans tous les domaines. Nous avons minimisé le gaspillage que nous créons et maximisé notre utilisation des ressources renouvelables. Nous expérimentons avec une variété de carburants et de sources d'énergie alternatives. Et plusieurs d'entre nous incorporent l'hydro. Et il continue. Le trajet dure une éternité et il n'y a rien à voir tout le long. Henri parle sans cesse du nouveau paradigme que lui et ses amis sont en train de créer. Et Christine est tranquillement absorbée par la couture de son tricot. La voiture est une Mercedes haut de gamme, je ne peux donc pas me plaindre du trajet, et cela m'énerve encore plus. Je suis curieux de savoir où une berline de luxe de 80 000 $ s'insère dans ce nouveau style de vie spirituel, mais j'ai peur que si je lui demande, il réponde. Lorsque j'utilise des mots comme amour ou haine ou détester ou autre, je veux plutôt dire attirer et repousser au sens énergétique. Les lieux sans fluidité et les personnes liées à leur ego me repoussent, tout comme les lieux saturés d'ego où la cupidité et la vanité des gens semblent imprégner le lieu. Wow, attends, la phrase. Donc, les lieux sans fluidité et les personnes liées à leur ego me repoussent, tout comme les lieux saturés d'ego où la cupidité et la vanité des gens semblent imprégner le lieu. Voilà, comme ça qu'il faut le dire. Ce qui ne me repousse pas est soit neutre, soit m'attire. C'est vrai pour tout le monde, mais la plupart des gens le noient. C'est beaucoup plus subtil que l'amour et la haine. C'est au niveau de l'énergie, et quand votre énergie est déformée, vous êtes déformé. Los Angeles me déforme. La Californie me déforme. Ces distinctions ne s'appliquent pas à moi en tant qu'être conscient de la vérité, mais en tant qu'être détaché de son ego. Un état plus commun et plus acceptable. Ce livre tentera de couvrir en profondeur la distinction entre ces deux états et encouragera doucement les lecteurs à s'éloigner du premier, donc être conscient de la vérité, et à se rapprocher du second, c'est-à-dire détaché de son ego. Je remarque qu'Henri parle encore. Nous avons des portefeuilles verts, cela signifie, Henri, je dis, que nous n'investissons que, Henri, dans les entreprises qui ont démontré, Henri, oui. Tu dois te taire, ne parle plus, sérieusement, tu me tues. Oh, d'accord, bien sûr, pas de problème. Ouais, bon sang, tu as dû voler et conduire toute la journée. Je devrais juste me taire et te laisser te rafraîchir l'esprit. Il y a un jacuzzi et une piscine à la maison et on n'utilise pas de produits chimiques dangereux. Et il continue. Je sens que mon cerveau commence à gonfler à l'intérieur de mon crâne jusqu'à ce que finalement la pression soit insupportable et qu'il explose, recouvrant l'intérieur de la voiture et mes camarades d'une confiture de fraises pleines de sang et de gluants. Ou bien est-ce que c'est la gelée qui est la substance la plus visqueuse? Je ne m'en souviens jamais. Comme l'une des choses que j'essaye de faire avec ces livres de présenter l'état d'éveil, je devrais mentionner une des choses les plus particulières à ce sujet, c'est-à-dire que je n'ai rien à faire. Je n'ai plus aucun défi à relever et je ne peux pas en inventer un seul. Je peux écrire ce livre et peut-être rester impliqué dans la transmission de ce sujet d'une manière mineure, mais le fait est que je n'ai rien à faire. J'aime être en vie, mais je n'ai rien à faire de mon vivant. J'aime m'asseoir et être, j'aime apprécier les réalisations créatives de l'homme, surtout lorsqu'elles impliquent ses tentatives de comprendre sa situation, mais l'appréciation est un passe-temps assez plat. Je ne me plains pas, j'exprime juste quelque chose à propos de cet état dont la plupart des gens ne sont probablement pas conscients.
Je suis satisfait et cette satisfaction est surestimée. Je n'ai pas de cadre dans lequel quoi que ce soit est meilleur que tout le reste, donc ce que je fais n'a pas d'importance particulière. Je n'ai pas d'ambition, je n'ai nulle part où aller, personne à être ou à devenir. Je n'ai pas besoin de me distraire de quoi que ce soit ou de me convaincre de quoi que ce soit. Il n'y a rien que je pense qui ne soit pas comme les autres, qui ne soit pas comme les autres. Ah non, pardon. Il n'y a rien que je pense qui ne soit pas comme les choses sont, et je ne m'intéresse pas à la façon dont les autres me voient. Vive la dyslexie, François. Je n'ai rien pour me guider, sauf mon propre confort et mon malaise. Je ne semble pas trop m'ennuyer ou malheureux. Ah non. Je ne semble pas trop être ennuyé ou être malheureux à ce propos, donc je suppose que cela semblerait être plus bizarre que cela ne semble être plus bizarre que ce l'est réellement pour moi. Ce salaud d'Henri m'a mis dans un sac de sable en nous traînant chez un ami pour un dîner. Il y a 5 ou 6 couples, en plus de ça, Christine et moi, et nous ne sommes même pas en couple. C'est une maison spacieuse de style espagnol, entourée d'autres comme elle, qui donne sur une vallée de terre et de broussailles, et, si vous tournez le télescope sur le balcon, assez loin vers la gauche, me dit-on, une lueur d'océan. Les dîners de la côte est de ma jeunesse étaient assez formels. Tout le monde arrivait à 7 heures, buvait à l'heure, s'asseyait à 8 heures, finissait à 9 heures et buvait encore jusque 2 heures. Cela ne ressemble pas à cela. Moins formel, moins tendu. C'est plus comme un pique-nique d'intérieur. Tout le monde va et vient. Les enfants accompagnés d'une baby-sitter ou d'une nounou s'arrêtent et partent. L'adolescent occasionnel s'installe, consulte un parent au sujet des clés de la voiture ou de l'argent et s'en va. Un voisin entre pour discuter du stationnement sur la rue et sort. Les gens discutent dans 4 ou 5 endroits différents, dont l'allée, le balcon et la cuisine. Personne ne fait les présentations, aucun jeune homme ne prend les commandes des manteaux et des boissons, aucune hôtesse charmante ne se glisse dans la scène, personne ne fume, aucune robe ou cravate, aucun cocktail, surtout du vin et un peu de bière, aucune musique de chambre douce, aucune bougie, car la maison est inondée de soleil. Henri m'a pris à part et continue de me bombarder de détails sur l'opération SVSTI. Ces gens avec qui nous dînons en font partie, me dit-il. C'est quelque chose qu'ils créent et découvrent ensemble. Ce dîner en est un exemple. Parfois nous nous réunissons juste pour discuter d'un seul sujet, m'informe-t-il. Avez-vous déjà fait cela? Il s'agit généralement de responsabilité sociale. Parfois nous discutons d'un livre, nous sommes nombreux, et pas seulement ce que vous voyez ici. Cela prend vraiment de l'ampleur. Nous créons un tout nouveau paradigme. D'accord, c'est trop. Je n'ai aucune idée de quoi tu parles avec cette histoire de nouveau paradigme, Henri, lui dis-je. Le paradigme que je vois ici est le déni et l'intérêt personnel mesquin, comme partout ailleurs. Vous pouvez le présenter différemment, mais c'est la même structure de vie que celle dans laquelle pratiquement tout le monde vit. Y a-t-il quelque chose que je ne vois pas? On dirait que vous êtes tous à un pâté de maison de la rue principale, vivant une vie parfaitement ordinaire et gratifiante, et que vous vous donnez beaucoup de mal à prétendre le contraire. En quoi est-ce différent de ce que font les autres? Henri est imperturbable. Pensez-vous que nous devrions envisager une approche moins égocentrique? Où penses-tu? Je vais continuer en vous. Pensez-vous que nous devrions envisager une approche moins égocentrique? Demande-t-il, se frottant le menton d'un air judicieux. C'est une question que je me pose. Nous participons à un certain nombre de projets caritatifs. Je pense que nous sommes tous bénévoles dans diverses organisations. Nous recyclons tous, bien sûr, et nous sommes très consciencieux de l'environnement. Je suppose que nous pourrions être plus généreux si vous pensez... Je ne pense rien, Henri, je l'interromps. C'est vous qui parlez d'un nouveau paradigme. Je dis juste que je ne le vois pas. D'une part, ces personnes, Henri et ses amis, sont manifestement des Américains très agréables et très prospères qui vivent le rêve américain de liberté et d'abondance. D'autre part, je ne peux pas m'empêcher de les considérer tous comme des connards égocentriques, suffisants et imbus de leur importance. En d'autres termes, des jeunes. Mais ils ne le sont pas vraiment, ou du moins pas particulièrement, ni plus ni moins que n'importe qui d'autre lors d'un autre dîner, certainement pas ceux de mes premières années. Ce n'est qu'un autre signe que ma bonne humeur s'évapore. Excellent. Ce n'est qu'un autre signe que ma bonne humeur s'évapore. Comment des personnes mûres et intelligentes parviennent-elles à traverser leur vie dans un état de capacité aussi diminué? Et qu'est-ce que ça peut me faire? En réalité, il n'y a qu'une seule chose qui se passe. Il n'y a qu'un seul jeu dans la vie, et ces personnes ont déployé leur force mentale et émotionnelle de manière experte afin de se convaincre qu'elles sont sur le terrain de jeu
en plein dedans et vraiment au centre de ce terrain de jeu, et en même temps, ils sont en train de faire la queue à McDonald's. Le rêve américain de liberté et d'abondance n'est qu'une représentation infantile de la vraie liberté et de l'abondance, et ne sert qu'à convaincre les gens qui sont allés nulle part, qu'ils sont déjà arrivés. Pour l'esprit éveillé, le non-éveillé peut être une source de consternation fréquente. La distance entre l'éveil et le sommeil est si infime qu'il est difficile de se rappeler qu'ils sont à un univers de distance. Les paraboles zen sur l'élimination instantanée semblent soudainement probables, comme si le bon événement, le coup de bâton, un non sequitur poignant, un bol renversé, pouvaient soudainement faire prendre conscience à quelqu'un de la vérité. L'esprit non éveillé voit une énième barrière, la porte proverbiale, entre lui-même et l'esprit éveillé. L'esprit éveillé doit voir avec une clarté parfaite qu'une telle porte n'existe pas. D'où un désarroi fréquent. Ce qui est vraiment étrange dans le fait d'être éveillé, ce n'est pas le fait d'être éveillé, c'est le fait que les gens ne le soient pas. Ils marchent et ils parlent dans leur état de rêve. Certains d'entre eux déclarent leur profond engagement à se réveiller tout en faisant tout leur possible pour ne pas le faire. Avez-vous déjà été en présence d'un somnambule qui avait les yeux ouverts et qui accomplissait une tâche, le tout en parlant, pardon. C'est assez sinistre. Imaginez maintenant que le monde entier est comme ça. C'est sinistre et solitaire, mais plus que cela, c'est douteux. Il manque de crédibilité. Ce n'est pas crédible. Même au niveau de la réalité consensuelle, il est difficile d'accepter que ces gens soient tous vraiment endormis. Je suis capable d'interagir dans une certaine mesure avec les somnambules, mais ils parlent dans un monde de rêve que je ne peux pas voir et dont je ne me souviens à peine. Ils peuvent me dire qu'ils veulent se réveiller, mais il devient vite éveillant qu'ils ont une idée précise de ce que signifie être éveillé dans le monde des rêves, qui peut impliquer n'importe quoi, tant que cela ne perturbe pas leur sommeil. Le chien de garde de l'ego est toujours vigilant, et il mord. On dit que les somnambules deviennent violents si vous essayez de les réveiller. Un parallèle curieusement pertinent. Lol. Je vois que Christine me fait un regard. Je comprends ce que signifie son regard, mais pourquoi elle le lance ? Mais pas pourquoi elle le lance. Elle veut savoir si je veux qu'elle fasse ce qu'elle fait, c'est-à-dire ou qu'elle fasse pourquoi je l'ai engagée, c'est-à-dire me protéger des trucs dégoûtants. Elle veut savoir si je veux qu'elle me fasse sortir d'ici. Cela veut dire que je dois m'arrêter et réfléchir, parce que je n'étais pas conscient qu'il n'y avait rien d'autre ici dont je voulais être protégé à part de la banalité spirituelle. Ce qui ne pousserait pas Christine à me donner le regard. Voici des personnes intelligentes avec beaucoup de succès dans la vie. Je ne peins probablement pas bien les choses, mais Henri à lui seul a plus d'intelligence dans son nez que moi dans toute ma tête. J'ai été intelligent une fois, si je me souviens bien, dans une vie intérieure que j'aurais pu lire dans un livre pour toute la connexion que j'ai avec cette vie que je ressens du passé. Si un jour j'ai eu beaucoup d'intelligence, je n'en ai plus. Je suis devenu mou dans la tête. Je ne vois plus au-delà de la surface des choses. Je ne suis pas naturellement méfiant parce que la seule chose dans l'univers qui mérite de la méfiance est l'ego, et j'ai tendance à en rester à l'écart. Mais maintenant, Christine me donne le regard, et après quelques secondes de réflexion, je comprends pourquoi. Je vois qu'Henri m'a piégé. C'est ce qui se passe ici. Je suis le divertissement de ce soir. Henri m'a mis dans cette situation en sachant qu'à un moment donné, je ne pourrais plus me contenir et que je commencerais à parler, ce qui pour moi, comme Henri le sait, signifie se lancer dans un coup de gueule ou autrement dit un spectacle. Maintenant que je le vois, c'est évident. Je ris de ma propre crédulité. D'un autre côté, je n'ai plus beaucoup la chance de pouvoir me produire. Alors que diable, on verra ce qui se passe. Je fais un geste pour que Christine sache que tout va bien. Je m'assieds à la table pour le dîner et j'essaye de paraître intéressé par les conversations qui m'entourent. Je bois de l'eau en bouteille. Christine boit du cidre. Tous les autres boivent du vin et parlent de vin. Seuls Henri, sa femme et Christine savent quelque chose sur moi. La femme du frère de la femme d'Henri, compliqué, soit Barbara, Barbara donc, est à ma droite. Elle a apporté la salade.
Je lui ai fait remarquer à quel point elle était bonne et elle me raconte son histoire, donc l'histoire de la salade. Indy, c'est mon garçon. Il a 8 ans. C'est en anglais normalement, donc donc il y a certaines traductions qui marchent pas trop. Indy, c'est mon garçon. Il a 8 ans. Son nom est Indy. Je demande, en supposant que c'est un diminutif pour Indiana. Donc voici un exemple de la extraction. Donc oui, dit-elle. C'est le diminutif de indépendance. Il est né le 4 juillet. Je hoche la tête silencieusement. Eh bien, Indy a entendu maman et papa parler du recyclage et pourquoi c'est une bonne chose. Alors il a voulu recycler la litière du chat. N'est-ce pas mignon? Il voulait inventer un moyen de récupérer les graviers usagés. Vous savez, les graviers souillés, à partir des mottes. Très respectueux de l'environnement pour un enfant de 8 ans, me dis-je en me demandant quel est le rapport avec la salade. N'est-ce pas? Eh bien, le petit gars a ramassé pratiquement toute la litière dans mon essoreuse à salade. Vous savez, la cage dans le bol qui tourne et utilise la force centrifuge pour sécher la salade. Ah merde, je l'ai pas dit. N'est-ce pas? Eh bien, le petit gars a ramassé pratiquement toute la litière de mon essureuse à salade. Vous savez, la cage dans un bol qui tourne et utilise la force centrifuge pour sécher la salade. J'avais pas vu le point d'interrogation. Je hoche la tête et force un sourire, me demandant si nous aurons tous besoin d'un lavage d'estomac à la fin de cette histoire. Indy l'a rempli de litière pour chat usagé, tout droit sorti de la boîte à chat, et ne faisait que tirer la ficelle et tourner. Pendant ce temps, je suis dans la cuisine à chercher partout mon essoreuse à salade, car je suis en train de préparer la salade et nous sommes déjà en retard. Je ris avec commisération, en espérant vraiment qu'elle passera directement à la partie qui explique le croquant mystérieux de la salade. Finalement, la femme de ménage arrive en portant une belle essoreuse à salade complètement bouchée par une horrible saleté de chat. J'étais furieuse, dit-elle en riant. J'étais furieuse, dit-elle en riant. Bon, ok, ouais. Ça semble sec, lui dis-je, en l'amenduant à en raconter plus. Oui, eh bien, je n'avais pas le choix, n'est-ce pas? Me demande-t-elle, et je crains le pire. Je ne pouvais pas servir de la salade mouillée, n'est-ce pas? Non. Bien sûr que non. Alors je l'ai jetée dans une taie d'oreiller, j'ai fermé l'ouverture et je l'ai mise dans le sèche-linge pendant quelques minutes. La salade? Juste la salade, dit-elle. La salade? Je demande. Juste la salade, dit-elle. Sans, oui, et puis ici c'est une traduction qui marche pas. Donc il dit no shit, ce qui veut dire sans merde. Sans merde, et no shit ça veut dire t'es sérieux? Et elle dit non, et donc là elle répond sans merde. Et donc je lui ai répondu non, dit-elle avec un ton brillant. Pas une seule goutte. Ah là là. Je sais pas si cette histoire est vraie, mais en tout cas elle est bien écrite. Probablement qu'elle n'est pas vraie, c'est juste pour l'humour, hein, soit. Prochain paragraphe. J'ai décidé d'étrangler le prochain qui fait tourner son vin et le renifle. Pas vraiment, bien sûr, mais une plus grande partie que moi, que je ne voudrais l'admettre, a du mal à croire que j'aurai des ennuis pour cela. Je suis parfaitement conscient que la vie de ces personnes est à leur disposition et qu'elles peuvent en faire ce qu'elles veulent. Je suis parfaitement conscient que c'est leur fête et que je suis la merde dans le bol de punch. Je suis parfaitement conscient que je suis le monstre de la réalité et qu'ils ne sont que des enfants qui jouent dans leur cours de récréation, qui s'occupent de leurs propres affaires. Ce n'est pas que je veux briser leur carapace juste pour les secouer, je ne veux pas jouer le rôle du gourou spirituel avec cette foule ou une autre, et je ne veux certainement pas sauver qui que ce soit. Sauver de quoi? De la vie? Ce qui me fait toujours bugger cependant, c'est que la vie, jouer selon les règles de la vie, ou selon les règles divines ou de l'univers, soit, est plus merveilleuse et plus excitante, par d'innombrables d'ordres de grandeur que la vie jouée par les rêves. Que la vie jouée par les règles des rêves ou guidée par des rêves. C'est une chose géniale, étonnante, parfaite, et ils s'en passent totalement à côté. Le jeu de leur vie passe à côté d'eux pendant qu'ils s'asseyent autour de la table pour boire du vin et s'infliger mutuellement leur délicate opinion. Waouh, s'infliger mutuellement leur délicate opinion. Lol. Ils sont occupés à jouer à des dizaines ou des centaines de petits jeux stupides afin d'éviter le seul vrai jeu. Et je ne peux m'empêcher de penser que s'ils apprenaient un peu à gérer leur peur, ils pourraient s'asseoir et participer au jeu de leur vie. Il s'agit de la réalité, et la réalité est vraiment très cool une fois que vous arrivez à l'endroit où vous pouvez la regarder directement
et commencer à comprendre votre relation avec elle. Il ne s'agit pas de s'éveiller ou de s'éclairer spirituellement. Il s'agit simplement d'affronter les faits de la vie, et la plupart des gens passent leur vie entière à ne faire rien d'autre que d'éviter les faits. Ce qui me fait chier, ce n'est pas qu'ils soient une bande de putains de crétins. Nous sommes tous des putains de crétins. Ce qui me fait chier est que je sais quelque chose qu'ils aimeraient vraiment entendre, et je suis sûr que je pourrais leur faire comprendre si je m'exprimais seulement clairement. Putain, amen quoi. Non, vraiment amen. Je suis le vrai crétin, bien sûr, l'intrus, et je suis sûr que ma façon de penser ressemble beaucoup à celle de n'importe quel fanatique aux yeux écarquillés qui pense être le seul à avoir une ligne directe avec Dieu. Pour ma propre défense, je voudrais dire que je me retrouve assez rarement dans des situations comme celle-ci. Ces dernières années, je suis resté à l'écart des gens et cela a fonctionné à la satisfaction de tous. Après le dîner, tout le monde reste assis à table. Quelques liqueurs sont mises en place et chacun se verse la sienne. Tout le monde se met à table, le sujet du terrorisme et de la vulnérabilité de l'Amérique est abordé. La menace qui fait peur à tout le monde est une combinaison d'attaques majeures sur les réserves de nourriture et d'eau qui, je suppose, a été évitée de justesse ces dernières semaines. Si elle avait réussi, disent-ils, tout le monde aurait dû se débrouiller pour rester en vie. Il semble fantasmer de façon presque morbide sur les scénarios possibles dans lesquels une défaillance en cascade des produits de service se produirait, suivie d'une anarchie, d'émeutes et de la perte éventuelle des villes et des infrastructures. Les femmes sont évidemment très mal à l'aise avec cette discussion, mais les hommes n'en ont jamais assez d'en parler. Oh, c'est terrible d'y penser, dit l'une des femmes. C'est terrible de ne pas y penser, dit l'un des hommes. Nous vivons dans un désert, il ne faudra pas longtemps avant que notre situation ne devienne critique, un jour ou deux maximum. Je suis sûr qu'il y a des réserves de nourriture et d'eau quelque part. La garde nationale serait... Le président devrait... Je ne pense pas, dit Henri. Pas pour longtemps, et probablement pas ici. Et disons que vous survivez les premiers jours avec ce que vous avez. Et ensuite, et que faites-vous quand quelqu'un se présente avec une arme pour prendre ce que vous avez? Vous ne pouvez pas appeler la police. Vous ne saurez même pas qui sont vos amis. Ouf, putain, je la relis celle-là. Je ne pense pas, dit Henri. Pas pour longtemps et probablement pas ici. Et disons que vous survivez les premiers jours avec ce que vous avez. Et ensuite, et que faites-vous quand quelqu'un se présente avec une arme pour prendre ce que vous avez? Vous ne pouvez pas appeler la police, et vous ne saurez même plus qui sont vos amis. Ils continuent dans cette veine pendant un certain temps. Ils accumulent d'autres horreurs, remarquant à quel point notre système est vraiment fragile, à quel point il serait terrible si quelque chose lui arrivait, donc arrivait au système. Ils ne font qu'illuminer l'importance de tous ces sujets. Enfin, l'ours qui danse ne peut plus le supporter. Eh bien, disons que la pire chose à laquelle vous pouvez penser arrive réellement. Je les interromps. Serait-ce vraiment une telle tragédie ? Le bavardage s'arrête et tous les yeux se tournent vers moi. Serait-ce vraiment si grave si tout le monde se brisait en deux ? Si votre monde se brisait en deux, je demande. Les échecs en cascade, l'anarchie et tout ça. Je vois comment ça pourrait être une bonne chose. Bousculer des choses, faire circuler le sang en vous, vous donner un peu d'adrénaline et tout. Ils échangent des regards en toute quiétude. Ils cherchent une explication ou une complicité à l'abruti qui s'écarte de manière imprévue des thèmes habituels. Je ne connais aucun d'entre vous personnellement, je continue. Mais il semble que vos vies soient assez prévisibles. Vous savez comment se déroule cette histoire, n'est-ce pas ? Alors qu'est-ce qui serait si mauvais si cette histoire changeait brusquement vers quelque chose d'un peu plus excitant ? Pour le meilleur ou pour le pire, j'ai leur attention. Henri a l'air heureux. Putain quoi, lol. Prochain paragraphe. Je me fais l'avocat du diable, je pense tout haut, corrigez-moi si je me trompe, mais vos vies le sont à peu près. Je fais un geste indiquant notre situation actuelle. Ceci, c'est bien ça ? Attends, enfin, voilà, donc voilà, en fait, donc la phrase c'est mais vos vies... attends, corrigez-moi si je me trompe, mais vos vies le sont à peu près ceci. C'est bien ça. Je veux dire que vous gagnez de l'argent, vous élevez vos enfants, vous socialisez entre vous, vous remplissez vos rôles comme tout le monde. En gros, vous tournez dans des petits cercles avec vos propres tombes, vers vos propres tombes,
Donc, vous tournez dans des petits cercles vers vos propres tombes, tout en faisant semblant de ne pas être en train de le faire. Bien sûr, vous méditez tous et vous faites des pratiques spirituelles, mais vous savez que ça ne mène nulle part, n'est-ce pas? Quelques poches de résistance se forment, mais je continue. Leur indignation est aussi insignifiante pour moi que les grognements des petits chiots roses. Je m'adonne maintenant à une communication un peu plus énergétique, principalement pour mon propre amusement, et leur réaction à ce stade n'est pas un facteur. Cette histoire de fin du monde semble si terrible, dit Jeudi. Mais ce serait peut-être votre seule chance réelle. Vous ne le savez peut-être pas, mais ce dont vous rêvez, c'est de vous éveiller. Votre propre éveil. Vous avez entendu les Chinois dire que c'est à la fois une bénédiction et une malédiction. Je vous souhaite de vivre dans une époque aussi intéressante. Si vous regardez, vous verrez que nous ne vivons pas dans une époque intéressante, mais que nous le pourrions. C'est bien cela qu'il s'agit dans votre scénario de terreur, n'est-ce pas? Que les temps deviennent intéressants? Nous aurions des sièges parfaits pour l'un des plus grands spectacles de l'histoire du monde, l'effondrement d'une civilisation technologiquement avancée. Comme vous l'avez souligné, cela ne prendrait pas beaucoup de temps. La nourriture et l'eau s'épuisent en quelques jours, et toutes les prétentions à la décence et à la moralité s'épuisent avec elles. Les grandes villes paniquent et deviennent folles. Incendies, émeutes, évacuations, ce serait le plus grand démasquage que le monde ait jamais connu. Un éveil de masse, des millions de personnes qui deviennent très réelles, très vite. Vous ne pensez pas que ce serait amusant? Il me regarde comme si j'étais fou, stupide, ou simplement incroyablement grossier. Je m'adresse principalement à Henri pour que les autres aient l'impression d'assister à une conversation et non d'être directement provoqués. Il voit qu'Henri n'est pas offensé, alors il résiste à l'envie de se lancer. Voilà, on reprend tout de suite. J'en étais où? C'est que... Alors il résiste à l'envie de se lancer. Ce n'est pas trop improbable, je suppose, le terrorisme ou un accident nucléaire, un événement planétaire, un microbe ou un virus ou un acte de Dieu. Les choses changeraient, s'effondrent, se terminent. Aucune règle ne s'y oppose, n'est-ce pas? Imaginez l'Amérique, réduite à un pays de seigneurs de guerre et de vils-états, de bandes en maraude constituées de merlots renifleurs maigres parcourant la campagne. Henri rit et soulève son verre de vin. « Bouquet sensuel, crie-t-il comme cri de ralliement. Je ris aussi. Ceci est amusant. Tout espoir de retour à la vie normale s'évanouit. Les personnes que nous appelons primitives ne sont pas affectées, continuent leur vie sans être dérangées, tandis que le monde câblé tout entier descend dans la sauvagerie, non pas en années ou en mois, mais en semaines ou même en jours. Nous verrions comment nos valeurs profondes résistent à un estomac vide, Combien de repas manquez-vous avant de cesser d'aimer votre voisin et de lui trancher la gorge? Ce plaquage civilisé est vraiment très mince. Faites une étude sur l'humain dans les situations extrêmes, les camps de prisonniers, les pertes en mer et tout ça, et vous verrez que ce n'est pas seulement le vernis du comportement civilisé qui est mince. L'amitié, la moralité, l'honneur, tout cela disparaît. Les caractéristiques physiques distinctives disparaissent. Et qu'en est-il de l'amour? Quand les choses deviennent difficiles, nous volons la nourriture de nos propres enfants affamés. Nous sommes câblés pour survivre, et l'amour n'a pas priorité sur ce câblage. Ça ne se passe pas bien du tout. Ça ne se passe pas. Donc ça c'est pas dans le texte. C'est une réflexion. Ça ne se passe pas bien du tout. Il continue à parler. Je ne veux pas vraiment dire nous ici à cette table. Je continue parce que tout cela est aussi un vernis. Ces personnages joyeux et bien nourris ne sont que de minces voiles de conscience posées sur l'animal qui les habite et ne survivent pas à des malaises aussi mineurs qu'ils soient. Tout le monde regarde en bas et autour d'eux, et mon sentiment est qu'ils aimeraient que l'un d'entre eux se lève et me remette à ma place. Ce que nous pensons peut être dépouillé à jamais. Je fais un geste de pouf, juste comme ça. En ce moment, étant bien nourris, non menacés, nous avons le luxe de prétendre que les meurtriers, les nazis ou les membres de gangs sont quelqu'un d'autre, mais ce n'est pas le cas. Ils sont nous, juste à un voile de distance. Il n'y a pas de bons et de méchants, les gens sont des gens, tous pareils, seules les circonstances changent. Je prends une respiration et je laisse tout cela s'installer en eux. Je me lève et je commence à prendre du rythme en reprenant mon coup de gueule, à la fois pour ma propre énergie et pour que personne ne prenne cela pour une conversation.
Ils sont maintenant silencieux et regardent le spectacle. C'est peut-être les mots ou la force qui se cache derrière eux, ou c'est peut-être juste le spectacle, mais ils sont tous fixés sur moi. Pas de tournement ni de reniflement, plus de regard autosatisfait. Henri est positivement rayonnant de joie. Il a eu son spectacle. Je prends un bâtonnet de carottes et j'en prends une bouchée. C'est peut-être le processus de mort et de renaissance, mais à l'échelle planétaire. C'est très intéressant d'y penser. Toute cette société basée sur l'ego brûlée jusqu'au sol. Des années de chaos et d'anarchie s'ensuivent, mais ensuite quelque chose qui renaît de ses cendres. Quoi ? Probablement une autre société basée sur l'ego, née de la force plutôt que du droit, de la peur primordiale. Mais peut-être pas. Peut-être quelque chose d'autre. Le paradis sur terre. Peut-être. On retourne au jardin d'Éden, vous ne croyez pas ? C'est le processus par lequel l'individu doit passer. Alors pourquoi pas une société ? C'est le genre de chose qui semble être un cauchemar inimaginable avant et une aubaine après. La mort et la renaissance de la civilisation occidentale. Une révolution de l'évolution humaine. Plutôt cool, non ? Henri semble le penser. Les autres n'en sont pas si sûrs. Détourner une conversation et la faire exploser est quelque chose que je peux faire aussi facilement que de faire éclater un ballon. Je ne fais qu'amener le sujet à un niveau plus intéressant et montrer à tout le monde à quoi il ressemble de cet endroit. On pourrait penser que les gens seraient offensés, mais je ne ralentis pas pour cela, et leur réaction initiale s'estompe rapidement lorsqu'ils voient qu'il se passe quelque chose de différent qu'une conversation, et ils rejoignent le mouvement. Est-ce que je me trompe sur quelque chose ? Je demande et je regarde chacun d'entre eux. Toute cette panne de services et d'infrastructures, c'est votre truc ? Je dis simplement que cela pourrait être une bonne chose, une chose amusante, brûler tout. J'agite mon bâton de carotte pour indiquer la civilisation occidentale. Je veux dire, pourquoi pas ? Ça ne mène nulle part, n'est-ce pas ? Une autre histoire, fatiguée, la mort et la renaissance. C'est ça ? Y a-t-il un autre moyen de raviver, de faire renaître cette société ? Je regarde autour de moi. Personne ne parle. Maintenant, comparez cela à ces petites vies fades que vous... Oh putain, pardon. Maintenant, comparez cela à ces petites vies fades dans lesquelles vous dormez. Que faites-vous vraiment ? Vous rampez vers le cancer et les maladies cardiaques et vers des morts prolongées et atroces. Est-ce que je me trompe ? Oh, un ou deux d'entre vous pourraient avoir de la chance et mourir dans un accident de voiture, ou avoir une crise cardiaque dans leur sommeil, ou être assassinés par leur conjoint, mais c'est vraiment le mieux que vous puissiez espérer. Aucun d'entre vous ne semble assez autodéterminé pour se suicider. Comparez cette perspective réjouissante à votre pire scénario. Bien sûr, vous ne tiendrez probablement pas longtemps, mais quelle voie à suivre, quelle manière de mourir. Un monde en flammes, mais vous ne voulez pas de cela parce que... Quoi ? Vous avez quelque chose de plus important à faire, je suppose, comme quoi, vos projets, vos carrières, votre avenir, vos enfants. Vos enfants ne sont que des versions moins développées de vous, et leur espoir de sortir du cycle du déni n'est pas meilleur que le vôtre. Et même si c'était le cas, ce n'est pas une raison. La seule raison, c'est la peur. Votre peur donne naissance à votre déni et à vos illusions douillettes et insulaires de permanence et de continuité. Regardez-vous, vous vous réunissez pour réaffirmer vos fantasmes de vos images et de vous-même. Oh putain, je sais pas lire. Regardez-vous, vous vous réunissez pour réaffirmer vos fantasmes de vos images de vous-même et raconter des histoires effrayantes sur la façon dont le grand méchant loup pourrait souffler et faire effondrer votre monde. Waouh, nous avons vraiment esquivé une balle là. Dites-vous... Ah oui, waouh, nous avons vraiment esquivé une balle là. Dites-vous à propos de cette histoire de terrorisme. Mais ce que vous avez esquivé, c'est votre propre vie. Désolé d'être aussi ennuyeux. Hein. Vous avez du gâteau par hasard ? Et voilà. Je vais dans la cuisine et je trouve du café et du tiramisu. Je me sers et je le sors sur la terrasse. Et je sors sur la terrasse. Le café est épicé. Je le découvre et je le jette par-dessus le rail. Ou par-dessus la haie. Maintenant, le tiramisu ne sert plus à rien. Je scrute les collines lointaines et je me demande pourquoi tout le monde n'est pas comme moi. Ça, c'est une belle chute, mais le texte ne s'arrête pas là. C'était probablement stupide de ma part de me lancer dans un coup de gueule contre ces gentils bourgeois et leur vie inoffensive de bourgeois.
Mais l'ennui me fait faire des choses stupides. C'est l'un des pièges de l'aventure dans le monde. Je me fais aspirer dans le bourbier des conneries des autres. Je n'ai rien contre les gens ou leurs conneries, mais je ne suis pas fait pour me faire aspirer dedans. Je suppose que j'aurais pu rester assis là toute la soirée et subir l'indignité mineure de hocher la tête et de feindre l'intérêt pour le vin, les voitures, la politique et les bonnes causes, peut-être même en injectant une inanité occasionnelle, mais je pense que mes jours de tolérance sont derrière moi. Je veux dire sincèrement, qui se soucie de ce que je dis de toute façon? Alors autant dire ce que je pense, au moins. Cette soirée sera mémorable. J'entends quelqu'un sortir et je me tourne et vois Christine. Elle est probablement en colère contre moi aussi, bien que je ne pense pas qu'elle ait levé les yeux de la couture de son tricot pendant toute la représentation. Je suppose que nous avons dépassé la limite de notre hospitalité, ou leur hospitalité. Je suis pas sûr comment c'est en français. Je dis: désolé si je vous ai embarrassé. Veuillez réserver une voiture et quelques chambres. Nous prendrons les bagages chez Henri. Ne le laissez pas nous emmener. Elle secoue la tête. Vous êtes un succès, dit-elle. Ils aimeraient que vous reveniez. Ils ont des questions. Sans blague, lui dis-je. C'est bien pour eux. Mais je n'ai vraiment pas envie d'être un succès. Réservez-nous une voiture quand même. Ne prenez pas de chambre, mais des avions. Des avions? Où ça? Cedar Rapids pour vous, La Guardia ou Newark pour moi. Vraiment? Vraiment. Je dis: le voyage est terminé, je dois partir d'ici. Ce que je veux dire, c'est que je dois m'éloigner des gens. Eh bien, que nous conseillez-vous de faire? Henri me demande quand je retourne dans la salle à manger. Tout le monde est encore assis autour de la table. Je prends mon siège. Je ne vous conseille pas de faire quoi que ce soit. Continuez à parler de vos vies. N'écoutez pas ceux qui vous disent que vous avez tort. Vous n'avez pas tort, c'est un fait. Ne faites rien d'autre. Je ne faisais que jouer avec des idées. J'extrapolais, exagérais pour obtenir une sorte d'effet de comique. Vous ne pensez pas qu'il y aura une sorte de cataclysme? Malheureusement non. Cela ne semble pas être indiqué. Ok, eh bien, que feriez-vous si vous étiez dans notre position? Je m'arracherais la jambe pour ne pas être à votre place, je dis. Cela ferait un mal de chien et je me tuerais probablement, mais c'est ma réaction automatique à l'enfermement. C'est une décision que j'ai prise il y a longtemps, je n'ai même pas eu besoin d'y penser. Mais ce n'est pas ce que vous nous conseillerez à l'un d'entre nous de faire, non? Non, pas du tout. Pourquoi pas? Parce que vous avez une belle vie, et même si vous dormez, qu'est-ce qu'on s'en fout? C'est la vie. Vous faites un rêve merveilleux. Alors à quoi bon vous éveiller? Pourquoi gâcher une si belle situation? Vous ne risquez rien. Regardez comme vous vivez. Vous faites partie des 1% des personnes les plus chanceuses qui ont jamais vécu. Pourquoi voulez-vous jouer avec ça? Et voilà, c'était le texte. Oui, j'ai beaucoup de commentaires que je pourrais faire, mais voilà, je crois que les textes partent d'eux-mêmes. Bien sûr, ils sont bien meilleurs en anglais, et ici j'ai utilisé un programme de traduction, et j'ai un peu corrigé où il fallait. Donc c'est pour ça que c'est un peu bizarre à certains moments, mais soit. J'espère que vous avez apprécié. Ce sera la dernière chronique inutile pendant un moment, parce que voilà, j'ai d'autres projets. Je veux dire. Donc à toutes. Nous écoutez. Merci de nous écouter.